Mais d'abord, donc, ce revirement diplomatique pour la première fois, le président Zelensky se dit prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine. Hugo Lemonnier. Ce pourrait être un tournant dans la guerre en Ukraine. Pour la première fois, le président Zelensky a évoqué la possibilité d'ouvrir des négociations avec Vladimir Poutine. Une déclaration faite dans l'émission du polémiste anglo-saxon Piers Morgan. Si c'est la seule configuration dans laquelle nous pouvons apporter la paix aux citoyens ukrainiens et arrêter de perdre des gens, alors nous opterons certainement pour une configuration de rencontre à 4. Une rencontre à 4 entre l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. De son côté, le Kremlin juge cette hypothèse vide de sens. Mais en coulisses, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump rebat les cartes au pire moment pour l'Ukraine. Depuis un an, l'armée ukrainienne ne cesse de reculer. En tout, 4168 km² ont été conquis par les Russes. Sur le front, les soldats peinent à cacher leur amertume. Il est clair que sans l'aide américaine, ce sera très difficile pour nous. En fait, les livraisons ont toujours été retardées. Tout ça, ce n'est que de la géopolitique. Vous voyez, dans l'arène politique, disons en termes sobres, que nous sommes une monnaie d'échange. Un point, c'est tout. Volodymyr Zelensky espère trouver un terrain d'entente avec Donald Trump, quitte à céder aux États-Unis des ressources stratégiques, des terres rares présentes en quantité dans le sol ukrainien, du lithium ou du titane, des matériaux essentiels à la production des batteries électriques et des téléphones portables. Quel est le prix de la paix? Voilà le thème de notre débat et je vous présente mes invités. Marie Gégaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou. Le général Dominique Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU, spécialiste des questions internationales et vous publiez D'un monde à l'autre, c'est aux éditions Robert Laffont. Vera Grandseva, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, politologue, spécialiste de la Russie et enseignante à Sciences Po. Et j'accueille Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie. Bonsoir, bienvenue à vous, éditorialiste politique. On va commencer par une information un peu plus française, je vais dire, annoncée par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Le 6 juin 2024, Emmanuel Macron avait annoncé la livraison à l'Ukraine de Mirage 2000 français. Les premiers d'entre eux sont arrivés aujourd'hui en Ukraine avec à leur bord des pilotes formés pendant plusieurs mois en France. Livraison évidemment saluée par Volodymyr Zelensky. Marie Gégaud, on va parler de la maîtrise du ciel peut-être pour commencer. Pourquoi c'est un enjeu majeur de cette guerre? C'est très important. Si on se souvient bien, la contre-offensive que les Ukrainiens ont lancée au printemps 2023 et qui s'est conclue par un échec, cet échec était dû en large partie à cause de l'absence de soutien aérien. Très difficile, le général va sans doute nous le confirmer, que l'absence de soutien aérien, c'est quand même... Je pense surtout les Mirage 2000-5, c'est pour la défense antiaérienne. Ouais. C'est-à-dire pour empêcher les missiles russes de frapper les populations. C'est leur spécialité et c'est la priorité aujourd'hui des Ukrainiens, c'est d'utiliser ces avions et d'autres, les F-16, qui ont déjà été utilisés dans la défense antiaérienne. Parce que l'appui au sol actuellement au contact est extrêmement difficile compte tenu de la densité des drones qu'il y a dans la région. Finalement, c'est pas la peine d'envoyer des avions pilotés si on a des avions certes petits. C'est vraiment la guerre des drones. Complètement. C'est des milliers. Je crois que la consommation ukrainienne par an, c'est 4 millions de drones. 4 millions. 13 000 opérateurs qui en consomment à peu près 4 par jour. Donc c'est absolument colossal. Je discutais avec Patrick Chauvel, qui est un reporter de guerre, un photographe de guerre, Marie Gégaud, il me parlait de drones qui lancent du napalm dans certaines tranchées. Enfin, on a du mal à imaginer c'est incroyable ce que les Ukrainiens ont réussi comme prouesse à fabriquer eux-mêmes des drones qu'ils envoient d'ailleurs de façon massive sur les aérodromes militaires russes et surtout sur les réservoirs de pétrole, où bien sûr ce sont des petites piqûres de moustiques, mais quand même. Ouais. L'armée russe, on peut le redire, même si c'est une progression lente, Vera Grandseva, elle continue de gagner du terrain de mois en mois.
Oui, c'est vrai. Sur le terrain, on voit que quand même l'armée russe continue à grignoter. En même temps, à mon avis, souvent on surestime le progrès russe et on sous-estime quand même la force ukrainienne. Le fait que l'Ukraine tient, elle continue quand même à résister malgré tous les problèmes, malgré la manque de livraison des armes, etc. Et on peut toujours, c'est un peu le biais cognitif pour moi envers les grandes puissances, parce qu'on croit qu'en tout cas c'est un grand pays qui va petit à petit, mais comme rouleau compresseur, avancer en Ukraine. Mais si on voit sur le territoire ukrainien au total, on va voir que le progrès est assez minime par rapport au territoire, aux totalité de la territoire ukrainienne. Donc oui, ils ont avancé depuis quelques mois, mais ils ont avancé en 2024, je crois, à 0,4 du territoire ukrainien au total. Donc à ce rythme, ils vont pas prendre le Donbass ni en 2025 ni en même 2026. Et je parle pas du territoire ukrainien au total. Donc voilà, il faut à mon avis mettre en contexte toujours ça et souligner aussi quand même que l'Ukraine continue à résister et il tient bien, non seulement en Donbass, mais aussi dans le bloc de Kursk. Mais effectivement, à quel prix? J'ai certainement posé cette question plusieurs fois dans notre débat. Le prix, à mon avis, est bien plus élevé pour la Russie que pour l'Ukraine. Les Russes perdent 1000 à 1500 hommes par jour. Donc c'est absolument colossal. Il y a une logique, hein. Quand vous êtes dans l'offensive, vous perdez plus d'hommes que quand vous êtes dans la défensive. Ça, c'est l'histoire de la guerre. Oui, exactement. Mais alors, je voudrais revenir un peu sur le point très juste qu'a formulé Vera. C'est que si vous prenez, on dit toujours la Russie avance, mais ça dépend à quel moment. Si vous prenez les chiffres de septembre 2022, la Russie a reculé. Elle a reculé. Je rappelle qu'elle était à l'ouest du Dniepr, qu'elle avait avancé à plein d'endroits, qu'elle a été obligée de se replier pour s'installer sur une position défensive. Et en fait, elle a avancé à partir de cette position défensive, mais qui était une position de recul par rapport à le septembre 2022. Donc il faut le rappeler, je pense que si vous voulez, la question cruciale et stratégique, c'est des hommes et du terrain. Les Russes acceptent de perdre beaucoup d'hommes pour gagner du terrain. Les Ukrainiens économisent leurs forces et arrivent à tenir à peu près là où ils sont. Parce que vous savez, Petrovsk, on en parle depuis des mois. On n'arrête pas de dire que ça y est, ça va tomber. C'est comme Bakhmout, hein, c'était pareil, pendant des mois. Et après Bakhmout, on a dit ça y est, ils vont percer vers Kiev et tout. Non, ils sont toujours à Bakhmout, ils ne sont pas allés plus loin. Et là, Petrovsk, c'est un peu pareil. Alors, il y a évidemment la question des livraisons d'armes. Là, il y a ces Mirage 2000 français, mais évidemment, la manne américaine va-t-elle se tarir? Écoutez l'inquiétude du président ukrainien. Aujourd'hui, je n'oserais même pas spéculer sur ce qui pourrait arriver sans l'aide américaine. C'est très, très risqué. Cela aurait un impact précis sur notre force, sur notre capacité à défendre notre terre. Nous serions plus faibles et je ne suis pas sûr que nous puissions encore dissuader l'ennemi. Marie Gégaud, pour l'instant, ça fait quoi, 2 semaines et demie que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé? Il y a déjà moins d'armes livrées? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On a quand même l'impression que le président américain n'est pas tout à fait à la hauteur de ses promesses, puisqu'il a promis de résoudre tout ça en quelques jours. Son envoyé spécial, le général Kellogg, devait se rendre à Kiev, et puis peut-être même à Moscou, et puis à Londres, et finalement rien du tout. Il va présenter les 14 et du 14 au 16 février au sommet à la conférence de Munich. Il devrait présenter le plan de paix que les Américains ont élaboré mais évidemment, les Ukrainiens, même s'ils tiennent bien, ils sont quand même dans une situation très fragile parce qu'ils se demandent, Zelensky se demande à quelle sauce il va être mangé. On voit cette inquiétude. Est-ce que l'aide américaine va se poursuivre? On peut rappeler que jusqu'ici, les Américains ont suspendu l'aide humanitaire délivrée par USAID et d'autres oui, parce que les fonctionnaires de USAID, qui est l'espèce de banque de développement, on pourrait appeler ça comme ça, américaine, ils ont reçu un mail en pleine nuit leur disant que leur mission s'arrêtait, partout dans le monde, notamment en Ukraine. Et notamment en Ukraine, puisque les programmes concernaient surtout l'Ukraine, bien sûr l'Afrique, mais l'Ukraine risque d'être très très touchée. Donc évidemment, le président Zelensky, on comprend qu'il se sente dans une position de grande vulnérabilité, parce que si l'aide américaine s'arrête, comme l'a dit le soldat tout à l'heure, que se passe-t-il? Ils n'arriveront pas tout seuls. Or, comme on l'a vu,
Poutine, quand même, Poutine, en plus, il a une arme de destruction massive qu'il peut utiliser à n'importe quel moment. C'est-à-dire d'un claquement de doigts, il peut mobiliser 3 millions d'hommes. Bon, bien sûr, ça serait un désastre social pour lui, c'est pour ça qu'il ne le fait pas. Mais il lui reste quand même toujours cette arme. Et incontestablement, la Russie, quand même, sur le plan de la ressource en hommes, elle est nettement, son réservoir est plus important que celui des Ukrainiens. Oui, l'Ukraine qui a annoncé ce jeudi avoir fait prisonnier plus de 909 très précisément soldats russes depuis le début de son opération dans la région de Koursk, Domitrinkan. Tout ça, ce sont des petites, je ne sais pas quel terme employer, des petites pierres que Volodymyr Zelensky met dans son sac à dos avant d'arriver autour d'une table de négociation. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait. On est sur deux stratégies complètement opposées. La stratégie russe consiste à grignoter le terrain pour arriver au moment de la négociation à ce que les 4 oblats annexés en septembre 2022 soient déclarés occupés enfin par les forces russes, puisqu'ils sont russes, mais en fait ils sont tenus par une partie et tenus par les Ukrainiens. Ça, c'est la stratégie russe. Du côté ukrainien, c'est tenir sur le terrain le maximum, avoir gagné du terrain russe, qui est quand même une révolution. En 1941, personne n'était rentré sur le territoire russe. Donc ça, c'est une révolution et ils tiennent. Je rappelle que le président Poutine avait dit « je veux que ce soit réglé pour le 1er octobre oui. ». Bon, on est en février, c'est toujours pas réglé. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est les frappes dans la profondeur. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les drones frappent dans la profondeur. Alors, souvent, les Russes disent « Ah bah oui, il y a des débris qui sont tombés sur des... » Bah oui, d'accord, mais les débris, ils ont mis le feu. Et donc, les dépôts de munitions et de carburant brûlent. Et ça, stratégiquement, ça pose un problème à la Russie. Oui. Donc, je pense que les Ukrainiens sont dans la position de tenir au maximum et de faire mal dans la profondeur pour dire aux Russes « Attention, dans la durée, vous allez souffrir. » Et les Russes, eux, ont une vision de court terme en disant « Moi, il faut que j'occupe le terrain que j'ai déclaré russe. » Voilà. Alors, cette perspective de négociation, on va évidemment y consacrer du temps, puisque c'est l'une des annonces marquantes des dernières heures. Pour la première fois, le président ukrainien accepte de négocier directement avec Vladimir Poutine. Vera Grantseva, est-ce que c'est une surprise d'une certaine façon ? Oui, d'une certaine façon, oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait la loi spéciale en Ukraine qui est adoptée, qui interdisait la négociation directement avec Poutine, pas avec la Russie, mais notamment avec Poutine. Donc oui, en quelque sens, un peu la révolution, si on peut dire comme ça, parce que sur cette question, Zelensky rétropédale. À mon avis, bien sûr, il le fait sous la pression de la nouvelle administration de Trump, et son idée, c'est bien sûr de montrer à Trump qu'il est prêt à aller très loin pour effectivement négocier, parce que c'est ça le contexte actuel qui le pousse vers cette possibilité ou opportunité. En même temps, moi, je crois que des deux côtés, les Russes et les Ukrainiens, même s'ils affichent l'envie de négocier, Poutine aussi, et on va revenir peut-être sur ce sujet, affiche certaines envies de négocier. En même temps, les deux côtés, en fait, ne veulent pas vraiment négocier parce qu'ils savent qu'il n'y a pas grand-chose à négocier. Mais ils savent que c'est important de montrer à Trump leur intention, parce que Trump est dans cette mouvance et ils sont obligés un peu. Mais en réalité, je ne suis pas sûre que les deux côtés sont vraiment prêts et veulent négocier. On va en reparler de ça, mais il faut revenir peut-être sur cette loi spéciale ou ce décret que Volodymyr Zelensky avait signé. C'était après quel... Juste après Boutcha. Après Boutcha, c'est ça. Après les massacres de Boutcha, il avait dit impossible de négocier avec le dictateur russe. Oui, parce qu'il faut préciser que Poutine avait quand même décoré le corps d'armée qui s'était distingué là-bas, la brigade qui s'était distinguée à Boutcha, enfin qui avait assassiné, violé, fait des choses horribles, des massacres donc dans cette localité située non loin. Donc on peut imaginer, on en a entendu un extrait dans le sujet d'ouverture, ce que ça représente pour Volodymyr Zelensky de changer d'avis, d'afficher une volte-face là-dessus. Oui, c'est là qu'on voit sa bonne volonté. Là, on voit quand même un certain abattement de cet homme, parce que, vous voyez, Trump, quand même, est particulièrement cruel. Il le met un peu à toutes les sauces. Il vient, là, récemment, par exemple, de relever ce que Vladimir Poutine avait pointé, et qui est vraiment inouï dans la bouche de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine dit, Vladimir Zelensky
oui, Volodymyr Zelensky n'est pas légitime, puisqu'il n'a pas été réélu comme il aurait dû l'être, mais évidemment, puisque la loi martiale empêche la guerre empêche les élections. Tiens, justement, on va écouter cette réaction du président russe tout de suite. Il est possible de négocier avec n'importe qui, mais Zelensky, lui, n'est pas légitime. Il n'a pas le droit de signer quoi que ce soit, mais s'il veut participer aux négociations, alors je désignerai des personnes pour y prendre part. Bon, au-delà de l'indécence, on va dire, des propos de Vladimir Poutine, mais là, ça fait des années qu'on n'est pas surpris. Dominique Trinquant, moi, ce que je me dis en voyant ça, c'est, certes, il y a peut-être une bonne volonté, je ne sais pas si c'est le terme à employer, affiché, mais il y a encore loin avant d'avoir ces deux hommes autour de la même table de négociation, quand même. Oui, mais alors, justement, pas deux. En fait, le jeu d'échecs qui est en cours, c'est que le président Trump se verrait bien négocier seul avec Poutine pour avoir le prix Nobel. Ça serait fantastique pour lui. Le président Poutine ne veut parler qu'au président Trump. Donc, ils veulent... Et donc, arrive M. Zelensky là-dedans en disant on va négocier à 4. Avec l'Europe aussi. Avec l'Europe. Alors, qui est une difficulté au passage. Hein. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Bon, ça, c'est un autre sujet. Qui représentera l'Europe? Ça devrait être Ursula von der Leyen. C'est un autre sujet, mais la présence des Européens me paraît essentielle. Mais, à mon avis, ça ne plaît ni à Poutine, ni à Trump. Et donc, le problème, c'est de les contraindre à ce que Zelensky soit dans la boucle, et pour renforcer Zelensky, que l'Europe soit dans la boucle. Donc, c'est ça la difficulté. Ouais, moi, je me posais une question qui est un peu désagréable peut-être, mais vous disiez que finalement, les Russes ont gagné un peu en septembre, après ils ont reperdu, mais finalement, si on déroule tout le film, c'est vrai que c'est grâce à Zelensky qu'il y a eu toute cette résistance, c'est aussi parce que ça se passait sur le continent européen qu'on a défendu, mais est-ce que c'était la meilleure stratégie? Parce qu'au final, on a l'impression que l'Ukraine va être grignotée, comme vous l'avez dit, d'une partie de son territoire, ce qu'on avait laissé faire au moment de la Crimée quelques années auparavant. Est-ce que c'était la meilleure stratégie, puisqu'on en arrive à des négociations après presque 3 ans, enfin on en arrive peut-être après 3 ans de guerre, donc beaucoup d'argent, beaucoup de vie et du territoire qui finalement, peut-être si on avait réussi à négocier avant, on aurait pu peut-être un peu sauver les meubles. Alors après, c'est beaucoup de si, c'est peut-être plus facile de faire ça. C'est la fameuse négociation qui a eu lieu en Turquie au mois d'avril 2022, dont tout le monde dit par des fuites que c'est M. Boris Johnson qui a dit à Zelensky, il ne faut pas fixer, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peu importe. Ça aurait été cette négociation-là. Mais moi, je vais un peu plus loin. Ce qui s'est passé au début de la guerre est une erreur d'appréciation de Poutine. Donc, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il a fait, et l'armée russe n'était pas préparée pour faire la guerre. Et donc, au moment de l'offensive ukrainienne, qui a surpris tout le monde, de l'été, souvenez-vous, été novembre, en fait, ils ont commis une erreur majeure, mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas les moyens, qui était de ne pas continuer. En fait, ils ont laissé les Ukrainiens, à ce moment-là, auraient dû continuer. Ils ont laissé les Russes franchir le Dniepr, il n'y a pas eu de combat pour le franchissement du Dniepr, et s'installer sur une zone défensive pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Les Russes ont pu mettre des mines, des tranchées, etc. Et c'est pour ça que la contre-offensive ensuite et la contre-offensive a échoué après. Ça n'a pas marché. Alors, est-ce que peut-être les gens vous disent ils n'ont pas contre-attaqué parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Nous, je suis cavalier, donc on dit pousser l'ennemi l'épée dans les reins. C'est ce qu'il faut faire. Au moment où il est en déséquilibre, il faut y aller. Il faut continuer à le déséquilibrer. Bon, maintenant, c'est facile de dire aujourd'hui, là où je suis, comme ça. Mais je pense que, voilà. Et après, on rentre dans 14-18. Et on est en 1917. Donc, pour faire des comparaisons. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? En tout état de cause, je pense que le président Zelensky a réalisé qu'il n'avait plus les moyens parce que l'armée russe s'est réorganisée, que la société russe s'organise autour de la guerre et que lui, il n'a pas ces moyens-là. Et puis, il y a peut-être une notion qui est la lassitude des opinions publiques occidentales. On aurait presque pu titrer la guerre oubliée. On a regardé avec Elsa Deriola depuis combien de temps on n'avait pas parlé de l'Ukraine dans cette émission. Bon, c'est depuis le 19 décembre. Ça fait presque 2 mois. C'est un signe comme un autre, d'une certaine façon, Marie Gégaud. Il y a une lassitude.
lassitude aussi. Absolument. Tous les jours, l'Ukraine se fait bombarder, des civils meurent et on ne peut pas suivre. Donc on entre dans une sorte de routine, d'habitude, et on a l'impression d'une impasse stratégique, c'est-à-dire que rien ne peut se passer finalement. Les Russes gagnent un peu, mais comme vous l'avez dit, comme Vera l'a souligné aussi, ils ne vont pas faire des gains extraordinaires. Et les Ukrainiens, ils tiennent, ils sont en défensive et on ne sait pas non plus ce qu'ils vont réussir. Enfin, ils n'ont plus, en tout cas, la volonté, comme ils avaient l'énergie pour dire on va bouter les Russes hors des territoires qu'ils ont conquis, on va retrouver nos frontières, y compris la Crimée. Ça fait très longtemps, là, par exemple, qu'ils n'ont pas frappé la Crimée, alors que pendant très longtemps, ils envoyaient des projectiles et ils déstabilisaient. Alors évidemment, la question de la lassitude de l'opinion n'est pas la même dans un pays occidental et démocratique qu'en Russie, mais est-ce qu'il y a aussi une lassitude de l'opinion, Vera Gantseva? Oui, aussi, il y en a. Et même les sondages officiels, même les instituts d'opinion publique qui sont contrôlés par l'État montrent que de plus en plus de Russes sont prêts aux négociations à n'importe quel terme, en fait. D'ailleurs, avant, ils ne voulaient pas céder les territoires. Maintenant, ils disent, bon, on veut les négociations, on veut aussi que ça s'arrête. Et on voit aussi, même par les contacts que j'ai en Russie, que les gens sont fatigués de la guerre. Ils veulent le retour à la normale. Ils veulent que ça retourne vers avant 2022, quand la Russie n'était pas isolée. Donc, et d'ailleurs, les situations économiques, on en a parlé déjà ici plusieurs fois, mais elles s'aggravent quand même. Il y a les crédits qui sont maintenant accordés à 21, parfois à 30% d'intérêts bancaires par an. Donc, j'imagine que jamais vu en Europe les taux comme ça. Donc, effectivement, les gens sentent aussi l'effet des sanctions, malgré le fait qu'ils sont pas, bien sûr, ils n'ont pas d'effet peut-être que tout le monde voulait. Je veux dire, les pays qui soutiennent l'Ukraine, mais quand même, néanmoins, ils ont l'effet petit à petit sur l'économie russe. Poutine même a mentionné récemment l'inflation et les problèmes économiques qu'aujourd'hui la Russie a. Alors, dans cette perspective de négociation, il y a un élément important, c'est ce qu'on appelle les terres rares, ou peut-être pour être un peu plus précis, les métaux rares. Et vous avez, Émilie, souhaité revenir sur ce deal qui est en train de se mettre en place entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Oui, parce qu'on sait que Donald Trump est du genre transactionnel, c'est un nouveau genre d'homme politique, on dirait. Et Zelensky compte bien en profiter. Le président ukrainien, il a une idée toute simple. Elle fait d'ailleurs partie de son plan pour la victoire qui a été présenté à l'automne. Il s'agit de dealer ces terres rares ou métaux rares dont dispose son pays contre la poursuite du soutien militaire américain. Alors, métaux rares, on parle de lithium, de titane, par exemple. C'est des matières qu'on retrouve dans les éoliennes, dans les drones, dans les moteurs de véhicules électriques, dans nos petits téléphones chéris. C'est des matières indispensables donc aux technologies de pointe et dont le plus gros producteur mondial n'est autre que la Chine. Alors, pour Trump, ça serait un bon deal. Ça permettrait un retour sur investissement de l'argent qu'il donne à l'Ukraine. Donc, non seulement il réduirait sa dépendance à la Chine du côté de ses ressources, mais en plus, il trouverait là, et je le cite, une compensation pour les quelques centaines de milliards de dollars offerts à Kiev. Bon, il est un peu large, parce que c'est pas des centaines de milliards, c'est plutôt soixantaine, mais une soixantaine. Mais bon, en gros, on voit le message. Et pour être tout à fait précise, il y avait une première rencontre qui était prévue sur ce sujet en novembre 2024 entre l'Ukraine et l'administration Biden, mais ça avait été finalement reporté. À croire que Zelensky avait cette intuition que ça séduirait davantage ce président transactionnel américain. Est-ce qu'on connaît les modalités de ce marché? Alors, pas vraiment, parce que c'est difficile d'abord d'évaluer la valeur réelle de ces métaux rares. On parle de 12 000 milliards de dollars. C'est difficile aussi de savoir ce que Trump a réellement en tête. Est-ce qu'il veut un accès totalement gratuit? Est-ce qu'il veut un tarif préférentiel? On ne sait pas. Et puis surtout, ces ressources, elles sont situées en partie sur les territoires qui sont contrôlés par la Russie. Donc là, ça devient plus difficile. Ça se complique, oui. Il faudrait beaucoup plus qu'un cessez-le-feu pour pouvoir les exploiter. Donc c'est pas gagné. Mais la proposition, elle fait quand même parler, elle fait réagir. Zelensky est prêt, normal, c'est son idée. Trump, il n'est pas contre. En revanche, le chancelier allemand, dont le pays est le plus fort soutien de l'Ukraine après les États-Unis, il a réagi violemment. Il a qualifié ce mécanisme d'extrêmement égoïste et égocentrique de la part de Trump. De son côté, Poutine, évidemment aussi, voit ça d'un mauvais œil. Pour lui, il serait préférable de ne pas fournir d'aide du tout, en tout cas que les États-Unis
arrête de fournir de l'aide, forcément, puisqu'il irait tout de suite à la case fin du conflit. Et le président russe de tenter quand même de caresser le président américain dans le sens du poil. On l'a vu valoriser dans la presse le caractère intelligent et pragmatique de Trump. Mais pour Trump, on dirait que l'appât du gain financier est beaucoup plus fort. Alors, Marie Gégaud, je commence avec vous sur ce thème. Effectivement, l'idée, elle vient de Volodymyr Zelensky. De quand date-t-elle et avec quelle stratégie? Qu'est-ce qu'on peut en dire pour détailler encore un peu plus? Donc lui, il avait mis ça, Volodymyr Zelensky, dans son plan pour la victoire, appelé plan pour la victoire, qu'il a dévoilé, je crois que c'est à l'été 2024. Il est d'ailleurs allé aux États-Unis, où ses émissaires sont allés aux États-Unis. Ils l'ont présenté à Biden, qui était le président sortant, et à Trump, qui n'était pas encore élu. Et oui, évidemment, lui, il sent bien dans cette affaire qu'il est un peu le maillon faible et qu'il faut qu'il séduise ce Trump qui, quand même, a tous les caractéristiques du prédateur, comme Poutine. Et donc Trump ne manque jamais une occasion de dire « Oh là là, tout ce qu'on a payé », c'est d'ailleurs son discours tout le temps, on va rendre aux États-Unis, voilà, il ne faut pas dépenser pour les autres, qu'est-ce qu'on fait là-bas, etc. Donc lui, il essaie de se placer sous le jour le plus favorable possible. Il avait même, dans ce plan pour la paix, pour la victoire, il avait même proposé également à Trump que les soldats américains stationnés en Europe, si les États-Unis avaient l'envie par hasard de les rapatrier, de les retirer, oui. Eh bien il avait proposé l'armée ukrainienne, donc la plus aguerrie des armées d'Europe, c'est incontestable, pour les remplacer. Oui. On voit bien qu'il essaie de séduire, de le ramener de son côté le plus possible, peut-être parce qu'il sent aussi que Trump, et ça on le sait, est quand même un grand admirateur de Poutine, qu'ils ont beaucoup de choses en commun, les deux, et que tout ça pourrait très bien se jouer dans notre dos, dans le dos des Européens de l'OTAN, et que Trump, il peut tout à fait faire n'importe quoi. Mais d'ailleurs, que sait-on, Dominique Trinquant, des contacts entre la Russie et les États-Unis depuis que Donald Trump est revenu? Je lisais une dépêche de l'agence France-Presse qui citait des contacts beaucoup plus réguliers qu'auparavant. Donc ça veut dire quoi? C'est une ligne directe Trump-Poutine? C'est des conseillers qui se parlent plus qu'auparavant? Ligne directe Trump-Poutine, je ne pense pas. Oui. En revanche, même avant d'être élu, le président Trump, on le sait, il y avait des rapports avec le Kremlin. Oui. Et moi, j'ai toujours été frappé par la grande connaissance des services américains du Kremlin. C'est-à-dire qu'ils sont très bien implantés. Donc il y a des lignes de contact qui marchent effectivement. Et je pense que le jour où il y aura un contact direct entre Poutine et Trump, c'est que les choses auront été bien préparées. Parce que Trump ne peut pas se permettre d'avoir un camouflet lors de ses premiers contacts. Pour lui, certes, on donne 100 jours, mais son contact à lui, c'est 24 heures. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment où ils prennent contact avec Poutine, l'affaire se règle rapidement. Il ne va pas s'enterrer dans des discussions à n'en pas finir. Donc je pense que le terrain est en train d'être préparé sur la base du fait... Alors, M. Zelensky, je trouve, manœuvre assez bien. C'est-à-dire qu'il a bien compris que ce qui l'intéresse, c'est le business. Les terres rares, c'est comme le Groenland. C'est les terres rares qui l'intéressent. Donc, je vous propose ça tout de suite. Ah, tiens, ça, c'est une bonne idée. Donc, on va enfoncer dans ce sens-là. Vous voyez ? Et au bout du compte... Mais est-ce que ça peut inciter Donald Trump à prolonger les livraisons d'armes ? La promesse de... alors, on ne sait pas sous quelle forme, d'un accès aux terres rares ukrainiennes. Moi, je pense que ça peut aller jusqu'à la menace directe contre Poutine. C'est-à-dire que Trump ne peut pas perdre. Il ne peut absolument pas perdre. Et donc, il va dire, écoutez, moi, je livre de l'armement, vous ne voulez pas vous arrêter ? Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Oui. Jusqu'à ce que, enfin, Poutine comprenne. Poutine n'est pas un courageux, tout le monde le dit, que... c'est peut-être son régime qui risque de s'effondrer. Oui. Et donc, c'est là que le point... Mais c'est le point ultime, naturellement. Oui. Il y a tout un échantillon avant. Oui, sauf que je reste sur les métaux rares, Vera Grantseva. Émilie l'a dit, pour l'instant, ils sont dans les territoires contrôlés par la Russie. La totalité de ces métaux rares sont au mauvais endroit, en quelque sorte, si j'ose dire. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky, si je suis un peu cynique, il promet quelque chose qu'il n'a plus.
D'ailleurs, à mon avis, c'était Volodymyr Zelensky qui était le premier à insinuer cet aspect-là, que oui, bien sûr, l'Ukraine possède des métaux rares, mais la partie est dans le Donbass. À mon avis, c'est un peu un petit clin d'œil envers Trump qui lui dit que si vous les voulez, il faut libérer les territoires ukrainiens qui appartiennent à l'Ukraine du point de vue de droit international. Donc c'est un petit clin d'œil qui montre à Trump qu'il y a des choses que l'Ukraine peut posséder, peut donner au Trump, peut ouvrir aux investisseurs américains, mais pour l'instant, c'est illégalement occupé par les troupes russes. Donc, à mon avis, effectivement, Zelensky manœuvre bien. Il a bien compris quel est le type d'une personne devant lui. Il doit s'adapter. Bon, aujourd'hui, soyons clairs, tout le monde doit s'adapter à Trump. On voit que c'est pas que l'Ukraine, mais d'autres pays, ils sont un peu frappés par ce qu'il dit Trump. C'est pas que Zelensky. Et Zelensky joue bien. Si vous vous rappelez comment Zelensky a commencé, ça veut dire quelle attitude Trump avait envers Zelensky. Il n'était pas très respectueux. On se rappelle très bien. Il était très respectueux envers Poutine. Et Zelensky, c'était effectivement un petit président qui n'était pas si efficace, qui n'a pas pu éviter la guerre. Sauf que maintenant, on voit que Trump, c'est pas qu'il le respecte plus, ça on ne sait pas, mais vu qu'il est très ouvert aux idées de Trump commence à avoir une attitude plus favorable, je trouve plus positive envers Zelensky. Marie, mais c'est ça qui est le plus frappant et le plus déroutant chez Trump finalement, c'est qu'il est finalement beaucoup plus dur avec ses alliés. Regardez le Canada ou le Danemark à qui il menace de prendre le Groenland, le Canada à qui il inflige 25% de droits de douane, bon alors maintenant... Avant de suspendre, etc. Mais quand même, et 10% seulement à la Chine, qui est quand même son adversaire désigné. Pareil pour Poutine. Moi j'ai très très peur que, comme ça, il peut nous sortir de son chapeau des lapins et nous faire croire que, voilà, il a vu Poutine, tout est réglé, Poutine garde tout, l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Il est quand même, comme la plupart des républicains, il est foncièrement opposé à ce que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Cette réflexion sur Zelensky, qui est peut-être pas légitime, et il faut que les Ukrainiens organisent des élections d'ici la fin de 2025. Le fait que les Américains acculent les Ukrainiens en leur disant mobilisez vos jeunes garçons à partir de 18 ans, là, sinon ça ne va pas aller. Enfin, il y a quand même une brutalité, quelque chose qu'ils n'ont pas avec Poutine. Quand on pense que Trump n'a jamais dit à Poutine retire tes troupes d'Ukraine, ce qui est quand même l'évidence. Je veux dire, Poutine, il a pénétré là-dedans, c'est pas chez lui, c'est un acte incroyable par rapport au droit international, mais Trump, ça lui est égal. Un dernier mot là-dessus, Dominique Trinquant. Ensuite, on parle de l'état des forces, et puis peut-être, tiens, il y a une question, les soldats nord-coréens dont on a beaucoup parlé, où sont-ils aujourd'hui? On va répondre à cette question dans un instant. Je vous laisse la parole. Probablement. Oui. Mais sur la position de l'OTAN, c'est une position qui était partagée par les démocrates. Les Américains, globalement, ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN parce qu'ils ne veulent pas cette confrontation. Donc, je pense que on parlait des lapins qui sortiront du chapeau. Il faut s'attendre, ça fait 15 jours qu'on en a 2 par jour à peu près. Oui, c'est ça. Mais souvenons-nous qu'il y a un décalage horaire. Et donc, il y en a qui arriveront la nuit. Et donc, c'est au matin qu'on s'apercevra qu'il y a un nouveau lapin qui est sorti du chapeau. Et qu'il faudra improviser rapidement. Ah, mais ça, on n'a pas fini d'en faire des débats diplomatiques et internationaux sur les dernières sorties de Donald Trump. Alors, la question de ces soldats nord-coréens, on en parle tout de suite avec Fanny Veil qui nous rejoint sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Fanny. Bonsoir Thomas. Question toute simple, y a-t-il encore des soldats nord-coréens sur le front ? Eh bien non, d'après différentes sources. Alors pour rappel, ces soldats nord-coréens étaient mobilisés depuis la fin octobre en Russie, en particulier dans cette région que vous allez voir en orange de Koursk, qui est frontalière, vous le voyez, de l'Ukraine, et qui était l'objet d'une contre-attaque ukrainienne lancée il y a 6 mois. Aujourd'hui, le service national de renseignement sud-coréen affirme que les soldats nord-coréens ne seraient plus sur le front. Vous allez voir ce qu'il déclare. Depuis la mi-janvier, il s'avère que les troupes nord-coréennes déployées dans la région de Koursk en Russie n'ont pas été engagées dans des combats. Information confirmée aussi par des sources officielles ukrainiennes et américaines non identifiées, citées par le journal américain le New York Times. Alors pourquoi ont-ils été retirés du front ? Eh bien, Pyongyang ne donne aucune explication officielle. Pyongyang qui d'ailleurs n'a jamais confirmé la présence de ses soldats en Russie. D'après Volodymyr Zelensky, les Nord-Coréens auraient en fait fui un front devenu trop dangereux. Les Russes ont subi de lourdes pertes dans la région de Koursk, de très lourdes pertes. Ils les sous-estiment beaucoup.
Les Nord-Coréens s'enfuient, on le constate. Et comme je vous l'ai dit, ils ont été touchés par des armes à longue portée. En réalité, il pourrait avoir été mis en retrait du front justement à cause des pertes humaines. Entre 1100 et 4000 soldats nord-coréens auraient été tués ou blessés, soit potentiellement jusqu'à un tiers des 12 000 hommes engagés par Pyongyang l'an dernier. Des chiffres, vous vous en doutez, qui sont difficilement vérifiables, qui proviennent de sources sérieuses ukrainiennes, sud-coréennes, américaines, occidentales, d'où cette large fourchette. Oui, est-ce qu'avant de partir, ces soldats nord-coréens ont rempli leur mission ? Bien, pas vraiment, puisque si l'objectif était de repousser les Ukrainiens du sol russe, bien sachez qu'il reste des Ukrainiens, des troupes ukrainiennes dans la région de Koursk. D'ailleurs, ce retrait des soldats nord-coréens pourrait en fait n'être que temporaire. D'après l'état-major de l'armée et les renseignements sud-coréens, Pyongyang serait même en train d'accélérer les préparatifs pour envoyer des troupes supplémentaires sur le sol russe. Des forces qui pourraient arriver vers la mi-mars, d'après un haut responsable de la défense américaine dans le New York Times à nouveau. Merci beaucoup, Fanny. Vera Grantseva, l'armée russe a-t-elle vraiment besoin de ces soldats nord-coréens ? Apparemment, il en avait besoin quand même en quelques moments. Et ce qui est le plus ironique pour moi en tant que Russe, en fait, que finalement Poutine a lancé une guerre où il tue aussi les Russes. Bon, bien sûr que les Ukrainiens sont les premières victimes, mais pour protéger le territoire de la Russie, il est obligé à recourir à l'armée de l'autre pays. C'est quand même un peu incohérent, je dirais, si on peut pas dire même plus que ça. Donc effectivement, on voit que même si Poutine dit qu'il n'y a pas de problème avec le recrutement, quand même les autres indicateurs un peu en direct, par exemple les primes qui ne cessaient pas à augmenter depuis des mois et des mois dans différentes régions russes qui proposaient plusieurs millions pour le contrat signé avec l'armée russe. Effectivement, le recours aux soldats nord-coréens, ça montre aussi quand même qu'il y a des problèmes avec le recrutement. Et compte tenu des pertes qui sont très très graves, effectivement, ce sont les records. Ce sont une 1000, parfois 1300 par jour des pertes de l'armée russe. Effectivement, on voit que c'est pas si facile pour Poutine de prolonger cette guerre pendant plusieurs années. Dominique Trinquant, c'est sans doute difficile d'évaluer l'efficacité de ces troupes nord-coréennes, mais comment ont-elles pu s'intégrer à une armée russe ? Et c'est là où c'est extrêmement difficile. Ça semble un peu absurde. Ils ne parlent pas le russe. Oui. Tout à l'heure, M. Zelensky parlait de frappe dans la profondeur. En fait, l'état-major qui était dans la région de Koursk a été frappé effectivement, et probablement le général nord-coréen a été tué. Et donc ces troupes ont été, on l'a vu sur des images, ont été plutôt utilisées pour attirer les drones ukrainiens et permettre aux Russes d'avancer. C'est-à-dire qu'en fait, un peu, c'était des missions suicides. Et donc, si vous voulez, évidemment, c'est un peu facile sur un plateau de critiquer les forces, mais enfin, elles étaient brillantes lors des parades en Corée du Nord. Oui. On les avait jamais vues au combat. Et là, c'est la première fois qu'elles étaient au combat. Il semblerait qu'ils avaient ordre de se suicider, ce qui, dans l'idéologie nord-coréenne, n'est pas extravagant. Hein. Et ils combattent pour la patrie, et si jamais ils perdent, ils se suicident. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc, ça a été vraiment un échec. Et donc, elles ont probablement été retirées. D'autres se préparent probablement. Je voudrais souligner quand même la difficulté démographique des deux pays, de l'Ukraine et de la Russie. L'Ukraine ne mobilise pas en dessous de 25 ans. On va en parler, j'espère qu'il nous reste quelques minutes pour ça, mais j'ai une question, Marie Gégaud, je crois qu'il y a beaucoup de soldats issus de minorités ethniques au sein de l'armée russe. Alors, elle est peut-être idiote, ma question, mais est-ce qu'ils parlent tous la même langue ? Oui, ils parlent tous russe. Ils sont allés à l'école tous, et le russe est totalement... Le russe est obligatoire, quelles que soient les provinces, même les plus éloignées. Là, ça ne pose pas de problème. Mais en revanche, c'est quand même révélateur, le fait d'être allé chercher les soldats de ces minorités. Bien sûr, parce qu'on n'a pas touché beaucoup ni Saint-Pétersbourg, ni Moscou, c'est-à-dire là où vit l'élite. Et on a épargné l'élite, et en revanche, on est allé se servir en Yakoutie, en Bouriatie, au Daghestan, en Ingouchie, en Tchétchénie. Il y a énormément de républiques qui ont un niveau de vie plutôt bas, pauvre, où il n'y a pas de travail. Oui, c'est aussi la solde qui sert un peu de carotte, quoi. Bien sûr. Et là, on a vu aussi récemment des gens, alors je ne sais pas, j'ai entendu un reportage comme ça sur une radio russe d'opposition qui expliquait qu'il y avait une recrudescence des recrues parce que tout le monde disait ça va bientôt se terminer, on n'aura plus moyen de gagner de l'argent. C'est le
moment d'aller chercher c'était $3 000. C'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a une prime d'entrée, comme vous l'avez dit, Vera. Ah oui. Et elle est particulièrement forte. Elle est offerte par les régions qui font de la surenchère par rapport à Moscou. Je crois que la région de Samara ou quelque chose comme ça, c'est une des plus hautes, avec quelque chose comme l'équivalent de 40 000 euros à la signature du contrat. Ensuite, un salaire, une solde entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Alors, il nous reste 3 minutes, donc je vais ouvrir le chapitre sur l'armée ukrainienne pour terminer. Je suis désolé, Général Trinquant, mais il y a évidemment cette notion d'épuisement après 3 ans de guerre, avec la question des désertions. Écoutez ce commandant ukrainien. En temps de guerre, on manque de tout. De temps, de nourriture, d'argent, d'eau, de soldats. Tout ne peut pas aller comme sur des roulettes en temps de guerre. Certains pensent que cela va se passer comme dans un film. Tout va bien se passer, je vais tirer, je vais courir. Mais c'est différent. Vous restez assis dans une tranchée pendant des semaines. Certains d'entre eux s'enfoncent jusqu'aux genoux dans un marécage. Ils ont froid, ils ont faim, parce que ce n'est pas facile d'obtenir de la nourriture là-bas. Alors comment réduire le nombre de déserteurs? Je ne sais pas comment. Il faut juste mettre fin à la guerre. Mettez fin à la guerre et leur nombre diminuera. Dominique Trinquant, est-ce qu'il y a un risque de pénurie d'hommes côté ukrainien aujourd'hui? Il y a un risque depuis le départ, parce que la démographie ukrainienne est en chute libre. Alors, l'Ukraine a pris une mesure qui est de ne pas mobiliser en dessous de 25 ans. C'est une mesure de protection pour la jeunesse. Parce que quand on parle de la Russie, de ces régions isolées, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans ces régions-là. Donc, on peut se permettre de recruter beaucoup. Dans les régions slaves, Saint-Pétersbourg, Moscou, c'est comme en Ukraine, c'est comme en Europe. Nous sommes un continent qui est en train de mourir démographiquement. Donc, il y a des difficultés pour les recruter. Sur les désertions, je reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de 1917. Parce que vous vous souvenez de ce qui se passait en France en 1917. Il y a eu des rébellions dans l'armée française. Il y a eu des désertions dans l'armée française. Au bout de 3 ans de guerre, avec des soldats qui sont dans la boue, qui sont épuisés et qui ne voient pas la perspective. Le prochain combat va nous libérer. Non, pas celui-là, le suivant, etc. Il y a un épuisement. Donc ça ne me surprend pas. Mais moi, en revanche, j'ai entendu d'autres échos absolument incroyables de gens qui ont 60 ans, qui ne devraient plus aller à la guerre et qui décident d'y aller. Des Ukrainiens, bien sûr. Oui, en Ukraine. Ça, c'est quand même des mouvements extraordinaires. Et les gens qui combattent, j'en ai vu des blessés qui combattent et qui disent « mais on veut repartir parce qu'on ne veut pas laisser nos camarades ». Donc il y a ces 2 mouvements naturels dans la guerre au bout de 3 ans. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Marie, évidemment, Marie Gégaud, on vous lit dans Le Monde, et Dominique Trinquant, votre livre « D'un monde à l'autre », publié aux éditions Robert Laffont. Merci encore d'avoir participé à ce débat et à bientôt.